Parce que lorsqu'il sort sa tribune qui brise son silence, il justifie le combat du M23. Il les justifie, il demande au gouvernement sud-africain de ne pas appuyer le gouvernement congolais. Le M23 est un mouvement qu'il, lui, a combattu comme président, commandant suprême de militaires qui étaient sous ses ordres sont morts du fait des agissements de ceux qui sont aussi derrière le M23. C'est une grosse contradiction. De lui, nous attendions un rôle pacifique, assumé, non pas un rôle qui prend position pour ceux qui ont toujours tué, pour ceux qui ont toujours voulu le mal de la RDC. C'est une déception de voir que c'est sur cette ligne que le président honoraire Joseph Kabila a fait son comeback politique. Mais est-ce que vous serez-vous prêt à l'accueillir à Kinshasa pour parler? Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement congolais. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre pays et le Rwanda ont convenu de créer un avant-projet d'accord de paix d'ici le 2 mai, dans une déclaration signée aux côtés du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Peut-on dire que la paix est en phase d'être acquise et surtout à quel prix? Écoutez, la paix, c'est ce que nous recherchons depuis plusieurs années, depuis les débuts de ces conflits. Ça fait plus de 2 ans et grâce notamment au pragmatisme de la nouvelle administration américaine, on est parvenu, après la dynamique de Doha, à faire de progrès importants. Et aujourd'hui, nous avons des nuages qui s'éclaircissent davantage pour nous permettre d'avoir la paix arriver. Mais la paix qui doit arriver doit être une paix construite, une vraie paix, pas une paix des façades, parce que nous avons connu la récurrence des conflits pilotés par les Rwandais depuis 1996. Les cycles ne s'est jamais arrêté. Cette fois-ci, nous espérons qu'autour de l'implication américaine qui se fonde sur les efforts régionaux, portés notamment par le président angolais, nous pourrons avoir une esquisse pour une paix qui sera durable. Et lorsque nous aurons la paix, une paix que nous voulons durable, nous aurons planté les bases du développement, d'abord de la RDC et de ces régions, mais aussi de toute la sous-région, parce que vous connaissez la position géographique de la RDC et l'influence que la RDC peut avoir, notamment en termes d'espace d'échange pour tous les pays de la région. Et c'est bien c'est sur quoi nous comptons après que nous puissions eu cette paix-là, une paix que nous recherchons depuis tant d'années. Nous espérons que cette fois-ci, nous y arrivons. Une paix tant recherchée, mais à quel prix? Et surtout, avez-vous confiance aux Rwandais? La question, ce n'est pas d'avoir confiance aux Rwandais ou pas. La question, c'est que le Rwanda est un pays qui est frontalier de la RDC, ça le sera pour toujours. Donc, à un moment ou à un autre, nous avons eu l'occasion, en tout cas par le passé, de vivre dans la paix. Parce que vous savez, le président de la République, peu après sa prise de fonction, il y a une seule volonté qui l'est guidée, de voir une Afrique qui renaît, qui décolle à partir de la RDC, mais ces décollages ne peuvent se faire que s'il y a des échanges commerciaux, économiques entre les populations. C'est bien cela l'idée qu'il a toujours guidée dans les rapports que nous avons. N'oublions pas que la RDC, c'est 9 pays voisins. Je ne pense pas qu'il y ait un pays en Afrique qui a autant de voisins. Et les présidents de la République avaient fait le tour de tous ces voisins pour nous assurer qu'on a planté le cadre. Mais bon, malheureusement, il y a eu des facteurs habituels, notamment du côté du Rwanda, parce qu'ils ont toujours pensé qu'ils devaient continuer à piller, à piller les ressources minières de la République démocratique du Congo. Quand vous dites à quel prix, écoutez, il y a beaucoup de Congolais qui sont morts, qui sont déplacés, et nous pensons que cela ne devrait plus continuer. En tout cas, pour ce qui concerne la région de l'Afrique centrale, spécifiquement la région de Grand Lac, il y a eu trop de morts. Lorsque nous devons faire le comptage, nous parlons de 800 000 morts pour les génocides rwando-rwandais de 1994, mais lorsque nous devons additionner les morts au Congo, il y a eu plus de
8 à 10 millions, des statistiques qui n'arrêtent pas de gonfler. C'est trop pour cette région. Et c'est pour ça que nous voulons aujourd'hui aller vers la paix. Mais une paix qui ne doit pas être conclue à n'importe quel prix, justement. Parce que si vous regardez les 6 principes qui fondent justement la déclaration qui a été signée sous les auspices du gouvernement américain, la première chose sur laquelle nous ne comptons pas lésiner, c'est la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Et ça, c'est un point sur lequel nous ne lésinons pas, et les Rwandais le savent, et tout le monde le sait. Ce n'est pas pour rien que dans toutes les déclarations qui sortent depuis les débuts du conflit, on rappelle le soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC. Mais que par la suite, maintenant, il y a des mesures qui doivent être prises, notamment pour gérer les inquiétudes ou les préoccupations sécuritaires. Vous savez que nous sommes dans des zones frontalières où la préoccupation de la sécurité peut être à table, pour parler d'économie et pour parler de retour de réfugiés, des personnes déplacées. Et donc toutes ces choses ont fait l'objet des discussions entre les 3 parties. Et aujourd'hui, les équipes travaillent sur un projet d'accord qui ne sera qu'après sa signature, les débuts d'un autre processus qui doit apporter un changement radical de ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que là, c'est un accord de principe. Hein, donc, oui, c'est un accord de principe et qui va évidemment se fondre en un accord global qui permettra d'assurer les retours de la paix, d'une paix, comme je vous le disais, d'une paix durable. Ça veut dire qu'après la signature de cet accord, on ne doit plus tard voir le Rwanda revenir sous des fallacieux prétextes et essayer de piller, de tuer, de piller pour garder la main sur des ressources économiques telles qu'ils en ont pris l'habitude depuis 30 ans. Cette fois-ci, ça doit s'arrêter parce que toute la question de la confiance. Est-ce que vous avez confiance en eux? Écoutez, la question n'est pas une question d'avoir confiance en eux ou pas. La question, c'est que nous sommes dans une dynamique régionale, mais qui a des implications mondiales. Parce que je devrais vous rappeler que la République démocratique du Congo, c'est les pays solutions. Bien au-delà de tout ce que nous avons comme problématique aujourd'hui, les portables que vous utilisez, il y a des composantes qui viennent de la RDC. Ce n'est pas pour rien que nous avons commencé une action, notamment ici en France, contre Apple, parce que nous avions des soupçons que dans les circuits d'approvisionnement, il y a des minerais qui viennent parce qu'on tue, on commet des crimes en République démocratique du Congo. Apple qui a renoncé à s'approvisionner dans la région, ça représente déjà un manque à gagner pour tous ceux qui profitaient des richesses de la RDC par de voies détournées. Et donc ici, l'enjeu pour nous, lorsqu'on a la paix, lorsqu'on a la stabilité, on peut parler d'économie dans des conditions. Et donc, si cet accord s'est mis en place, je crois que la structuration économique de toute la région de Grand Lac va changer et les modèles économiques du Rwanda doivent impérativement changer parce qu'il est hors de question de continuer à penser qu'on peut se construire en pillant les ressources minières du pays voisin qu'est la RDC. Très bien, votre gouvernement et le M23 aussi ont publié pour la première fois une déclaration conjointe qui fait état de discussions, je cite, franches et constructives entre les 2 parties pour tenter d'aboutir à une trêve. Qu'est-ce que justifie ce changement de méthode lorsqu'on connaît la doctrine du gouvernement? Est-ce que le M23 est-il toujours considéré comme le pantin du Rwanda, mais vous savez, comme le président le disait? Oui, mais bien sûr. Est-ce qu'il y a question encore de lignes rouges aujourd'hui? Rien ne change, hein, en fait, en réalité, parce qu'il y a eu des faits. Nous avons lu pendant plusieurs mois des rapports, non pas seulement de nos propres services, mais des rapports notamment des experts des Nations Unies ou des services des renseignements étrangers, qui attestent qu'en réalité, que le M23 n'était qu'une colonne de l'armée rwandaise. C'est des faits. Justement. Et donc, c'est des faits pour lesquels c'est peut-être pas le moment de revenir dessus, parce que nous sommes dans une phase des désescalades, une phase d'atterrissage. Mais je dois rappeler que la déclaration que vous avez vue le 23 avril n'est que la suite de celle que vous avez vue les 18 mars, autour de l'émir du Qatar, entre le président rwandais et le président congolais. C'est l'élément déclencheur. Donc vous ne pouvez pas faire une lecture de la déclaration du 23 sans la relier à la déclaration du 18. Les deux s'y tiennent. Nous avions, en tout cas autour du président de la République et du gouvernement, une position ferme et radicale. De ne pas négocier ou de ne pas discuter avec le proxy. Mais il se trouve que la fermeté de notre position a engendré tout ce qu'on a vu comme sanctions. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les capitales occidentales ont pris de sanctions contre le Rwanda.
Et dans toutes les décisions, des sanctions qu'on prenait, et lorsque même vous lisez la résolution 2773 du Conseil de sécurité, il nous était recommandé à nous, RDC, de faire un dialogue ou d'ouvrir un canal des discussions, y compris avec le M23. Et c'est ce que nous, on a fait parce que ça procède d'un contexte général d'une crise qui évolue. Et là, les discussions sont en cours. On a abouti au principe de la trêve qui va ouvrir la voie à une cessation d'hostilité à partir de laquelle on peut voir comment maintenant travailler progressivement pour faire suite à ce que les chefs d'État réunis autour de la SADC-EAC avaient convenu sur les desserrements de l'étau de Goma, l'ouverture de l'aéroport, l'ouverture de voies d'accès pour permettre à ces populations de recevoir l'appui humanitaire qu'il faut. En fait, je pose cette question parce que certains vous diront, mais pourquoi ne pas avoir fait cela un peu plus tôt? Pourquoi avoir énoncé ce concept de ligne rouge face au M23? Le contexte n'était pas réuni. Je vous ai dit que nous sommes dans un processus où les conflits évoluent. Et dès lors que nous, grâce justement à la clarté et à la fermeté de la position de la RDC, nous avons vu des lignes bouger. Nous ne pouvons pas nous considérer que nous n'avions pas de choses à faire ou des devoirs à remplir à notre niveau pour qu'on réussisse justement à atteindre l'objectif de la paix, pour autant que les uns et les autres le souhaitent. Je dois vous rappeler, permettez-moi, qu'au 15 décembre 2024, tout était fin prêt. Justement, oui. Tout était fin prêt à Luanda. Le président rwandais n'est pas venu. On a vu ce qui s'est passé par la suite. Donc, il y a eu des attaques à Goma, des attaques systématiques à Donc, vous assumez votre stratégie diplomatique de ligne rouge avec le M23. Mais évidemment, donc c'est une stratégie qui était pensée et assumée, mais c'est une stratégie qui a évolué parce que la fermeté que nous avions eue a permis d'avoir notamment des sanctions qui sont des moyens de pression pour conduire vers la paix. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les conditions étaient réunies, en tout cas pour le président de la République, de shifter cette position pour nous permettre justement de faire de progrès pour elle. Donc il n'est plus question de ligne rouge aujourd'hui. Comment avez-vous accueilli la... Ça dépend lorsque vous dites ligne rouge. Si la ligne rouge était de ne pas discuter avec la M23, aujourd'hui on l'a franchi, mais il y a des lignes rouges qui existent. Je dois le rappeler que dans les 6 principes qui ont été convenus, les lignes rouges, c'est par exemple les respects de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC, y compris sur nos ressources minières. C'est des lignes rouges qui demeurent. C'est des principes sur lesquels on ne peut pas déroger. Ok. Et comment avez-vous accueilli la nomination du président togolais Faure Gnassingbé comme médiateur pour succéder au président João Lourenço? Est-ce que c'est l'homme de la situation aujourd'hui? Nous l'avons bien accueilli. De toute évidence, pour nous, nous avons besoin de parvenir à la paix. Et nous avons apprécié le travail qui a été fait de manière formidable par le président angolais, mais qui devrait, en fonction de ses nouvelles charges au sein de l'Union africaine, trouver quelqu'un. Nous avons le président Faure qui connaît bien la région et qui est engagé. Il ne sera pas seul, parce qu'il y a 5 co-facilitateurs qui sont censés l'accompagner. Et donc, avec tout ce qui se passe, la dynamique de Doha, de Washington, qui ont pris corps grâce justement aux efforts régionaux portés par le président Lourenço, nous pensons que lui viendra parfaire le travail qui a bien commencé. Et parlant de l'administration Trump, est-ce que celle-ci représente un véritable allié pour vous aujourd'hui, Congolais? Écoutez, la question, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut noter au niveau de la nouvelle administration américaine, c'est qu'il y a une volonté pour toutes les crises au monde de parvenir à la paix. Et je crois qu'il y a eu une approche qui a été un peu différente des autres approches, notamment sur les autres crises, où le président américain a eu la justesse de choisir le docteur Boulos comme envoyé spécial, comme conseiller spécial. Massad Boulos. Oui, conseiller principal, qui est venu, qui connaît bien l'Afrique, qui est venu dans la région rencontrer les différents acteurs en vue de proposer une approche plus concrète qui tienne compte des réalités de la région et de la nécessité de parvenir à une paix durable. Parce qu'il n'est simplement pas ici. Il ne s'agit plus ici seulement question d'arriver à la cessation des hostilités. Il s'agit ici de tuer tous les prétextes, en tout cas utilisés de manière récurrente pendant 30 ans par le Rwanda pour attaquer la RDC. Et c'est en cela que les discussions qui sont en cours sont très stratégiques parce qu'en fait, elles vont déterminer l'avenir de toute la région. L'enjeu, ce n'est pas dans 1 année, 2 ans, l'enjeu, c'est des décennies, des décennies qui suivra pour toute
l'environnement économique et régional de cette partie du pays. Et c'est pour ça que cette approche pragmatique de l'administration Trump nous réjouit. Nous réjouit parce ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un tel engagement de haut niveau du gouvernement américain, évidemment avec les efforts de Qatari, et nous pensons que tous ces efforts combinés avec les efforts régionaux peuvent nous permettre d'arriver à la paix, le point de départ, dans la signature d'un accord qui sera le point de départ d'un travail qui nécessitera encore beaucoup de temps pour épuiser toutes les causes qui justifient les guerres qui ont endeuillé des millions de familles congolaises durant ces dernières années. Et avec les Américains, aussi question de minerais stratégiques, où en sommes-nous au niveau de l'accord qui doit être conclu entre Écoutez, les minerais stratégiques, c'est vrai qu'on en parle, mais on doit d'abord faire la paix. Parce que de toute évidence, le minerai stratégique, n'oubliez pas que la région de Rubaya représente le minimum de 20% de la production mondiale du coltan. Et donc, évidemment, c'est des minéraux stratégiques, l'enjeu stratégique. Mais on ne peut pas parvenir à un tel enjeu si nous ne passons pas par la case de la paix. Et lorsque nous parlons de deal minier avec le gouvernement américain... Expliquez-nous bien. Quelles sont vos attentes? Non, en réalité, c'est un ensemble qui vient d'abord consolider un partenariat stratégique et économique qui existe entre les deux pays. Alors, nous, République démocratique du Congo, nous sommes réputés pour être le pays solution, non pas seulement parce que nous disposons des grosses réserves de minerais stratégiques, mais parce que nous avons par exemple un massif forestier et des réserves de tourbières qui font que quand l'humanité est détruite au quotidien, nous, notre forêt, travaille à la réparer. Et donc, avec les Américains, nous aurons évidemment ces cadres qui va permettre d'abord d'assurer un certain nombre de facilités. On va identifier 2 projets qui ne concerneront pas que la région de l'Est de la RDC, mais qui concernera toute la RDC, suivant des secteurs qui bien identifiés, qui font l'objet des discussions. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement américain parrainera les entreprises américaines qui sont intéressées et on mettra un cadre de travail. C'est pour ça que je suis en train de dire, c'est que l'enjeu, c'est des dizaines, des décennies de travail à venir parce que les deals, même quand vous les finalisez, un deal minier, pour qu'il se mette en place, construire des usines et tout ce qu'il faut, ça vous prend plus. Il y a aussi le cas des affaires qui n'est pas encore propice, hein, enfin de ce qu'on a bon, écoutez, de toute façon, qu'on ne vous trompe pas, parce qu'on parle toujours des cas des affaires. Nous convenons. Nous savons qu'il y a évidemment certaines difficultés, mais je vous assure, même ici à Paris, il peut toujours avoir des difficultés à certains égards par rapport à un certain nombre de choses. N'oublions pas que malgré ces cadres d'affaires dont on parle, les pays qui produisent le cobalt utilisé mondialement, principalement, c'est la RDC. Et nous avons pris la décision de suspendre les exportations du cobalt, les prix a pris de l'ascenseur. C'est dire que même s'il y a évidemment un effort à faire dans notre niveau pour avoir un climat des affaires plus propice et plus favorable, mais ceci ne nous empêche pas de jouer notre rôle moteur, en tout cas aujourd'hui, dans tout ce qui est la transition écologique. C'est pour ça que pour toutes les entreprises américaines qui sont intéressées, il faut sortir de tout ce qui s'est dit au loin, venir de près et voir dans quelle mesure on peut améliorer pour que nous puissions avancer. Et quid de la France? Est-elle à la hauteur du moment selon vous? Écoutez, la France a joué son rôle et continue. J'ai lisé encore la semaine dernière la disponibilité du président Macron à contribuer pour le retour de la paix. Et c'est vrai qu'il y a eu, en termes de perception, dans notre opinion, la France n'a peut-être pas joué d'utiliser tous les leviers qu'il avait à sa disposition pour contraindre le Rwanda, au regard du caractère stratégique de la RDC comme premier pays francophone en termes de taille et des populations, mais aussi d'autres aspects. Mais ici, il faut noter que la résolution 2773, ou les sanctions qui sont venues de l'Union européenne, la France a joué un rôle moteur. Ceci dit, dans ce qui se fait, il y a toujours de la place, parce qu'il ne faut pas oublier, comme je le disais tout à l'heure, que les progrès que nous avons faits aujourd'hui, c'est les résultats de plusieurs efforts régionaux, mais y compris des efforts européens où la France a aussi contribué. Et donc, il y a toujours un rôle à jouer lorsqu'il y aura l'accord de paix, mais il y a la suite.
que ce soit au plan économique, que ce soit au plan de la reconstruction, que ce soit au plan des différents programmes qui devront être amorcés pour faire le désarmement, la démobilisation, la France, comme les pays européens, peuvent toujours avoir un rôle à jouer. Et est-ce que vous direz que la CENCO est aussi responsable des fruits des médiations qui ont lieu aujourd'hui? La CENCO. La CENCO aussi. Bon, écoutez, la CENCO est dans une démarche plutôt interne, si vous voulez bien. Mais la question de la crise avait déjà été bien identifiée. Il y a des processus régionaux qui avaient été mis en place. Et donc la CENCO qui arrive avec les protestants avec une initiative supplémentaire, pensant qu'on peut aussi y recourir pour parvenir à la paix. Ils ont fait le chemin qui est le leur et nous attendrons parce qu'il est, il est prévu normalement que à un moment ou un autre que le président les reçoive et discute avec eux pour voir quelle est la suite qu'il pourra donner à leurs propositions. Mais ici, nous sommes guidés par l'impératif d'un retour d'une paix que nous voulons durable. Non, mais vous saluez donc la démarche de la CENCO au niveau du niveau du gouvernement. Mais c'est une initiative qui vise le retour de la paix, ce n'est pas la seule. Il y a d'autres confessions religieuses qui ont aussi pris des initiatives dans le genre. Ce n'est pas mauvais. Le président de la République est profondément un homme de paix, mais pour autant que les propositions des uns et des autres permettent de contribuer à sa vision, en tout cas pour la restauration de la paix et la construction de la cohésion nationale. Pourquoi pas? Il ne faut pas oublier que lui-même, le président de la République, a lancé les consultations autour de son conseil spécial. Et donc, on verra bien ce que toutes ces initiatives peuvent donner lorsqu'elles convergeront. Il y a eu des consultations dont aujourd'hui on n'a pas encore véritablement les conclusions. Qu'en est-il du gouvernement d'union nationale? Écoutez, les conclusions de ces consultations avaient un seul destinataire, le président de la République. Et c'est lui qui, en fonction de paramètres qui sont sur sa table, qui va déterminer si nous devons avancer à tel moment ou pas. Et de toute évidence, il faut lui concéder le temps qu'il faut pour qu'il analyse les propositions qui lui ont été faites et qu'il en tire de conséquences. Donc il faut s'attendre à un remaniement dans les prochains jours, un gouvernement d'union nationale? Écoutez, ce n'est pas dans mes compétences, parce que comprenez que moi-même je suis concerné. Et donc ici, cela relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République, et donc le moment venu, il pourra s'assumer. Mais des consultations sans les véritables opposants, c'est un échec aussi. Mais comment vous pouvez dire que c'est un échec? Les véritables opposants, c'est qui? Ils s'opposent de quelle manière? Ils s'opposent de quelle manière? Pas là. Ils s'opposent de quelle manière? Parce qu'ici, nous avons un mal. Le mal, c'est la présence de l'ennemi. Le mal, c'est l'agression du Rwanda. Et vous ne pouvez pas, vous, bien au-delà, parce que au-delà de nos postures politiciennes, mais lorsque le pays est menacé, lorsque le pays est en danger, les opposants, leur travail, c'est lequel? Suivez Martin Fayulu, Adolphe Nuzito, ils sont clairs dans la condamnation du Rwanda. Ils n'ont pas une attitude ambiguë devant le mal. Et donc, vous ne pouvez pas, vous, même si vous êtes dans une posture d'opposition, n'est pas dénoncer l'agression, n'est pas dénoncer le Rwanda qui, avec ses supplétifs, sont responsables de plus de 8500 morts à Goma, qui aujourd'hui sont responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et des crimes des génocides. En tout cas, il y a des ferments sur lesquels nous travaillons. De quoi on parle là? Et est-ce que vous nous direz sur ce plateau que l'ancien président Joseph Kabila est dans une situation ambiguë, est considéré comme un rebelle quasiment, un président rebelle à votre avis? Écoutez, le problème c'est qu'il s'est exprimé. Il s'est exprimé en soutien clair au M23 qu'il a combattu. C'est plutôt dommage. Je ne sais pas ceux qui ont été ses conseils, parce que, par sa position par le passé, le président Kabila... Ah non, il a plutôt refuté cette proximité qu'on lui reproche avec le M23. Oui, mais attention, à quel moment vous le notez? Parce que lorsqu'il sort sa tribune qui brise son silence, il justifie le combat du M23. Il les justifie, il demande au gouvernement sud-africain de ne pas appuyer le gouvernement congolais. Le M23 est un mouvement qu'il, lui, a combattu comme président, commandant suprême de militaires qui étaient sous ses ordres sont morts du fait des agissements de ceux qui sont aussi derrière le M23. C'est une grosse contradiction. De lui, nous attendions un rôle pacifique, assumé, non pas un rôle qui prend position pour ceux qui ont toujours tué, pour ceux qui ont toujours voulu le mal de la RDC. C'est une déception de voir
que c'est sur cette ligne que le président honoraire, Joseph Kabila, a fait son comeback politique. Mais est-ce que vous serez-vous prêt à l'accueillir à Kinshasa pour parler? Bon, écoutez, il a des postures qu'il a prises. J'ai rappelé tout à l'heure que le président Tshisekedi était un homme de paix, profondément Justement. de paix, et que si lui voulait la paix, il aurait agi autrement. Très bien. Pour terminer, qu'en est-il du projet de réforme constitutionnelle? Est-ce que si tout se passe bien, vous envisagez revenir sur cette idée lancée par le président de la République? Écoutez, ici, l'impératif premier, c'est l'intégrité territoriale. Oui, mais sa après, souveraineté. c'est-à-dire... Mais non, je termine de vous répondre. C'est ça le point principal, parce que on ne peut pas faire un débat sur la révision ou le changement de la Constitution lorsque l'intégrité du pays est menacée. Maintenant, dès lors qu'on aura terminé ces processus de la guerre, évidemment, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de réussir à avoir un État fort et efficace. Et donc, mais il faut avoir les conditions de sérénité qui permettent d'avoir ces débats. Et pour le moment, ces conditions ne sont pas encore réunies. Donc, il n'est pas encore rangé dans les tiroirs. Hein. Il sortira si tout est bien, si tout se passe bien. Bon, écoutez, de toute évidence, ici, il faut l'histoire vous donne raison aujourd'hui. Il faut pas en faire un sujet tabou. Vous étiez en train de dire? L'histoire vous donne raison avec cette réforme constitutionnelle que vous voulez par le président. L'histoire vous donne raison selon certaines analyses politiques. Donc, vous envisagez revenir sur cette question? Non, la question, non. C'est pour ça qu'il est important de ne pas faire une analyse politicienne des choses. La difficulté, je vois notamment des incohérences des opposants qui veulent lancer un débat sur le fédéralisme, justement, alors qu'ils n'ont même pas, ils ne sont pas encore en mesure de dénoncer le mal rwandais. Les mêmes opposants que j'ai vus, que j'ai entendus dénoncer le deal minier tel qu'on l'appelle, proposé par le président de la République à la nouvelle administration américaine parce qu'ils pensent que cela va profiter au président Tshisekedi. C'est faire très mal la lecture de choses. C'est que le président Tshisekedi est en train de faire actuellement, il ne les fait pas pour lui. Il est fait pour la postérité, les millions de jeunes Congolais qui viendront, qui pourront, grâce à sa politique pragmatique aujourd'hui, tirer effectivement profit des minerais. On sait, on connaît les positions passées des uns et des autres. On sait quel rapport ils avaient avec les mines. C'est plus des questions de revenir dessus, mais aujourd'hui nous voulons regarder l'avenir avec optimisme et nous pensons que le président de la République, dans les initiatives qu'il a lancées avec notamment le gouvernement américain, cela peut permettre d'envisager l'avenir, en tout cas la prochaine décennie, de manière plus positive pour nos populations qui pourront enfin bénéficier des dividendes d'une exploitation minière transparente et qui sont faites dans des conditions de respect des droits humains, etc. Merci, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à Romain Clicquot de Menk à la réalisation et bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.